Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Bonjour tous, tout je le monde. laisse petit à petit les personnes se connecter. N'hésitez pas à mettre la caméra, c'est plus sympa de tous vous voir. Donc bienvenue à tous à ce canapé RH. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jennifer de chez Eurecia et je suis là pour animer ce canapé RH. Il y a aussi Marie qui est avec moi, qui est de chez Eurecia, qui est là pour répondre à vos questions sur le chat, donc n'hésitez pas. Elle sera là aussi pour nous faire le compte-rendu de ce canapé RH. Donc, pour les petits nouveaux qui feraient un premier canapé RH, et je leur souhaite la bienvenue, on va faire un petit point sur qu'est-ce que le canapé RH. Eh bien, c'est un événement où vous avez la parole. Je tiens à le dire, ce n'est pas un webinaire classique, où vous êtes juste passif et vous écoutez. Vous êtes là aussi pour poser vos questions, pour interagir avec les autres, partager vos retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas, le but étant de vous entraider et de trouver des solutions ensemble. Donc, c'est un événement en ligne organisé par Eurecia. Eurecia, c'est quoi? C'est un éditeur de logiciels RH qui aide les entreprises à être plus performantes, mais aussi qui aide à l'épanouissement des collaborateurs. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller sur notre site internet au www.eurecia.com. Donc, quelques petites règles pour bien s'asseoir sur ce canapé RH. Donc, pour le confort de tous, j'avais fermé tous vos micros par défaut pour éviter les bruits ambiants, mais vous avez la possibilité de l'activer à tout moment pour prendre la parole, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui ont la connexion Internet un peu capricieuse, je vous invite à désactiver les applications actives sur votre ordinateur. Et bien évidemment, écoute et courtoisie pour tout le monde. On ne coupe pas la parole à tout le monde et on essaye de tous s'entendre et de prendre la parole sereinement. Donc aujourd'hui, ce canapé RH, j'ai voulu l'orienter sur les clés du management à distance. C'est vrai qu'aujourd'hui, comment dire, le contexte fait que y en a qui sont en télétravail à temps plein, mais d'autres qui ont le télétravail plus récurrent qui auparavant ne l'avaient pas du tout. Donc je pensais que c'était un sujet qui attiserait beaucoup de curiosité. Et nous avions besoin d'éclairage parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous habitués à le faire. Et pour cela, j'ai invité Pierre-Henri Chuet, qu'on surnomme AT, mais que je vais laisser se présenter. Hein. Alors attendez, je vais activer son micro parce que c'est moi qui m'en occupe. Voilà, c'est bon, AT. Bonjour à tous. Ben, je te laisse te présenter et introduire le sujet. Eh bien, enchanté. Moi, c'est AT. AT, c'était mon nom de guerre parce que j'étais pilote de chasse dans la marine française. Je suis franco-canadien, en direct de Paris en ce moment. D'ailleurs, il ne fait pas beau. J'espère que vous êtes mieux dans le sud, ceux qui sont dans le sud. Et moi, j'ai un parcours un petit peu hétéroclite. J'ai commencé par le sport de haut niveau. J'ai fait 3 mondiaux dans 3 sports différents, triathlon, duathlon, précision. Et derrière, j'ai rejoint l'armée française, l'aéronavale. J'étais formé aux États-Unis pendant 2 ans et demi en échange pour devenir pilote de chasse breveté américain, comme Maverick et Iceman dans Top Gun. Retour en France, 9 ans en unité de combat en France, pilote et instructeur sur Super Étendard et Rafale. Participé aux opérations au Levant, comme on dit, en Irak principalement, après les attentats du Bataclan, j'ai parti quelques jours derrière. Et également une carrière militaire autour du partage avec un petit peu de voltige et de démonstration aérienne. Et commencer sur la fin de ma carrière à faire officier de liaison avec les industriels, ce qui m'a fait découvrir le monde civil. J'ai quitté il y a maintenant un peu de 3 ans. Je suis pilote au Canada sur Boeing 737 MAX. Donc, je ne pilote pas beaucoup parce que mon avion est un petit vol. Et j'ai lancé une entreprise en Angleterre qui s'appelle Mac3 Management. Et depuis, il y a fait pas mal de choses différentes, du consulting, de la conférence, un livre, le débrief, fait 3 mois best-selling sur Amazon en leadership. Et je fais de l'influence sur YouTube. J'ai lancé une chaîne YouTube lors du confinement et on a atteint les 6 millions de vues cette semaine après 5 mois d'activité. Donc, c'est une chaîne qui attire à peu près 300 à 500 000 unique viewers, comme on dit, par mois, qui regardent en moyenne 2 à 3 vidéos. Une chaîne qui marche très bien. Et j'ai d'ailleurs reçu un award de YouTube, Creator of the Month, pour dire que vous avez une chaîne qui accélérait bien. Donc, voilà.
pas mal de choses différentes. Mais aujourd'hui, on va parler de management à distance. Et vu que je sais que c'est l'heure du café, pour être le premier, je vais mettre vos cerveaux un petit peu à contribution et je vais vous poser une petite question mathématique. Préparez-vous un petit peu les neurones. On va attaquer. Je vais travailler d'entrée de jeu, c'est ça l'aérien. Et je vais vous poser une question très simple. Imaginez, là, vous recevez un message de la part d'un cousin ou d'une cousine qui est actuellement au Canada, qui est en entretien RH, doit vous parler, et on lui propose 2 packages de rémunération différents. Le package A ou le package B. Jusque-là, c'est simple. Le package A, pour 49 jours de contrat, on lui propose une rémunération initialement de $100 jour 1 et de l'augmenter de $100 chaque jour. Donc, une rémunération de $100 le premier jour, $200 le deuxième jour, $300 le troisième jour, et ainsi de suite. C'est dollars canadiens, donc vous excitez pas, le taux de change n'est pas super en ce moment. Donc ça, c'est le package A. Package B, rémunération différente, on lui propose 1 cent, 1 centime jour 1, et on double la valeur de la rémunération chaque jour. Le premier jour rémunéré 1 centime, le deuxième jour rémunéré 2 centimes, le troisième jour rémunéré 4 centimes, et ainsi de suite. Première semaine, ça fait $1,27 de rémunération. Donc là, normalement, Jennifer devrait vous faire parvenir un petit tool, comme on dit au Canada, un petit sondage. C'est parti. Vous allez me dire si vous prenez là instinctivement le A ou le B. Même moi, je vote. Hein. Ça affiche question athée, ça me fait bizarre. Alain Delon me pose une question. Mais donc c'est parti, on va voir ce que vous répondez. Jennifer, tu vas pouvoir nous dire si c'est plutôt du A ou du B. Alors, il y avait une question au départ. Hop, alors on est à 58% de réponses pour le moment. Je vous invite à répondre directement sur le sondage qui s'affiche sur votre écran. Et c'est effectivement pour 49 jours. Donc on va rappeler peut-être le package A. Donc le package A, on commence à $100 et on augmente de $100 chaque jour. Le package B, 1 centime, et on double la rémunération chaque jour sur une durée de 49 jours. Là, l'idée, c'est de manière assez instinctive. Votre avis, plutôt A ou plutôt B? On est à combien de pourcents de réponses? 73% de réponses. Et on a le résultat? Ouais, alors je vais mettre fin au sondage et vous partager les résultats. Donc, nous sommes à 68% de package B. Étonnamment, moi j'aurais répondu A, mais... 68%. Donc voilà, donc c'est intéressant, vous voyez que c'est quand même, c'est moins serré que le vote qu'il y a eu au sujet des avions de chasse en Suisse. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ils ont fait un vote ce week-end dernier en Suisse et ça s'est joué à 0,1%. C'était 49,9 versus 50,1, exactement comme dit Enzo. Eh bien, c'est le package B. Mais ce qui est intéressant, et là où je vais peut-être vous ouvrir un petit peu les chakras, c'est à votre avis le package B, donc qui était en double chaque jour, hein, $1,27 la première semaine, vaut combien de fois le package A? Et là, vous pouvez le marquer directement dans le chat. À votre avis, ça vaut 2 à 5 fois. Alors, le package A vaut $122 000. 122 500 $ pour être précis. À votre avis, le package B, il vaut quoi? Il vaut un demi-million? 1 million? 1 million de dollars? Pas mal, hein? Si c'est 1,2 million de dollars, ça fait 10 fois plus. Donc, n'hésitez pas à marquer là dans les chats, je vois passer vos réponses. À votre avis, combien de fois vaut le package B par rapport au package A? Et après, promis, plus de maths. Promis. Dernière question que j'ai pour vous sur les maths. N'hésitez pas à aller sur le chat. Oui. 8 fois plus, 1,5 million. On a du 8 fois. Ah, les gens ne sont pas d'accord. Hein. Genre 100 millions de dollars, ouais. 10 fois plus. Ok, vous voyez, on a soit une partie qui est 3 fois. Donc, statistiquement, j'ai posé la question à 6 millions de personnes. J'ai tendance à avoir 99% des gens qui me disent moins de 1000 fois plus. La bonne réponse, c'est 45,9 millions de fois plus. Le package B, il vaut quasiment 46 millions de fois le package A. En gros, le package B, en termes de rémunération, c'est 1/3 du produit intérieur brut américain. C'est juste un truc gigantesque. Et pourquoi je vous ai posé cette question? Alors que vous devriez tous être des experts en exponentialité si vous regardez BFM TV, hein, ça fait quand même 6 mois qu'on entend parler d'exponentialité. Ce qu'ils oublient de vous expliquer à la télé, et je peux en parler parce que je fais de la télé au Canada, je suis consultant aéronautique en Amérique du Nord, eh bien, ce qu'ils oublient de vous expliquer, c'est que vos cerveaux réfléchissent de manière linéaire. Nos cerveaux ont été éduqués, ont été
élevés à réfléchir de manière linéaire et c'est dû à plein de raisons. Et une des raisons, c'est représenter ce qui est une courbe exponentielle avec votre doigt. Je ne sais pas si je suis inversé ou pas, mais l'exponentialité, la plupart des gens vont me dire que ça ressemble à ça, ce qui est vrai. Et quand on se représente cette exponentialité, on a une vitesse de déplacement du doigt qui est constante, mais l'échelle de temps qui est là n'est pas constante. On arrête le déplacement du temps pour privilégier la vitesse de déplacement du doigt. Et quand on se représente l'exponentialité sur une feuille à 4 ou à l'école ou autre, c'est pareil, on arrête le temps. Ce qui crée un biais dans nos cerveaux depuis qu'on est petit, ce qui fait qu'on sous-estime, vous avez vu, de manière énorme ce qu'est l'exponentialité. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que pour ceux d'entre vous qui maîtrisent un petit peu l'informatique, et je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous, vous connaissez sûrement la loi de Butter, la loi de Crider et la loi de Moore, qui sont des lois qui ne sont pas vraiment physiques, c'est plus des observations, qui disent que la puissance de calcul de votre ordinateur, ça fait déjà des décennies, mais elle double en gros tous les 12 mois. La puissance de bande passante de communication double tous les 9 mois. Rappelez-vous l'Edge, 3G, la 4G, la 5G. Maintenant, on fait du streaming en 4K. Ça ne se faisait pas il y a 2 ans. Maintenant, c'est possible. Et que la capacité de stockage, rappelez-vous quand vous vidiez vos appareils photo ou carte mémoire, avant que vous les vidiez régulièrement avec des petits fichiers, maintenant on a des gros fichiers, la capacité de stockage, en fait, elle double depuis 14 ans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire que la technologie qui nous entoure, elle croît de manière exponentielle depuis extrêmement longtemps. Et si vous regardez un petit peu depuis la création, on va dire, de la technologie, tout ça au Moyen-Âge, eh bien, on a suivi une courbe exponentielle. Au début, c'est l'invention de la presse, hein, dans les années 1500. C'est la fameuse première semaine à 1,27 $ qui rapporte rien. Et maintenant, on est dans ces dernières semaines qui rapportent énormément chaque jour. Et on sous-estime la vitesse du changement. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'on parle de disruption des métiers dans les 5 à 6 années qui viennent. Et nos cerveaux n'arrivent pas vraiment à comprendre pourquoi ça va arriver et quel mur arrive, parce qu'on est vraiment dans cet état d'esprit linéaire. Alors pourquoi un pilote peut vous parler de ça? Parce qu'en 1947, un pilote que vous connaissez sûrement, Chuck Yeager, a passé le mur du son. Et en passant le mur du son, on s'est rendu compte que les lois de la physique qui s'appliquaient à l'aviation étaient des lois linéaires en subsonique et des lois exponentielles en supersonique. Grâce au passage du mur du son, vous pouvez aller dans l'espace. Vous ne pouvez pas aller dans l'espace avec un avion subsonique. L'avion de ligne n'ira jamais dans l'espace. C'est physiquement impossible. C'est pour des raisons d'exponentialité versus linéaire. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais toujours est-il, ça fait 70 ans que dans l'aviation, on a conscience qu'il y a une vraie différence entre le monde linéaire et le monde exponentiel et que les pilotes de chasse évoluent là-dessus. Et l'idée là, un petit peu des 50 prochaines minutes, c'est de partager autour des lessons learned, des leçons que nous avons apprises et évoluer dans ce monde exponentiel. Donc, si vous êtes arrivé en vous disant, moi, de toute façon, je ne compte pas faire d'avion avec l'aviation bashing, les avions ne reviendront plus jamais, il est sympathique, mais il n'a rien m'apporter d'intéressant. Ce que j'ai à vous apporter, c'est justement ces 70 ans de recul, de méthodologie dans cet environnement qui va vous heurter dans pas longtemps et que vous pouvez, du coup, dans lequel vous pouvez exceller, hein, mais il suffit d'en avoir conscience. C'est difficile d'être bon quand on n'a pas conscience des règles du jeu. Donc voilà pour le petit côté exponentiel, j'espère que ça vous a plu. Et je vous parlais un petit peu en termes de management à distance. Moi, dans mon expérience, j'étais pilote de monoplace, tout seul dans mon avion. Je décolle avec mon avion et je ne pars pas tout seul au combat, on part toujours à plusieurs au combat, pour une raison très simple. On a essayé d'envoyer des pilotes de chasse tout seuls se battre et on n'en a que 2 qui sont revenus. John Rambo et Chuck Norris. Tous les autres, ils n'ont pas réussi à revenir. Donc on s'est dit, il faut peut-être faire attention, on n'est pas tous des Chuck Norris. Donc on s'est rendu compte qu'en partant à plusieurs, on pouvait se cross-checker, comme on dit, on pouvait se couvrir les arrières, on pouvait détecter des menaces, là où notre nature en tant qu'humain nous empêche. Là, derrière moi, je ne vois pas ça. Si je suis avec quelqu'un d'autre, il va pouvoir vérifier de manière régulière ce qui se passe derrière, et à plusieurs, on va pouvoir être plus efficace. Donc c'est pour ça qu'on part toujours à plusieurs, mais on est séparés, chacun dans notre avion. On peut communiquer, on n'a pas de FaceTime, on communique que par radio, et des fois les radios sont de mauvaise qualité à cause de la crypto, c'est tout ce qui est phénomène de crypto. On travaille également avec les troupes au sol. Moi, mes clients, c'était les forces spéciales. On met en œuvre des aéronefs pour aider des troupes au sol. Et donc, c'est pareil, on ne les connaît pas et on doit les manager à distance, on doit travailler ensemble à distance sans se connaître, et des fois, ce sont des pays différents. L'autre point, c'est quand on est sur le bateau, à la mer, sur le porte-avions, isolé de tout, il faut quand même continuer à avoir du lien avec la chaîne de commandement qui est à terre. On peut avoir encore des unités ou des chefs, des subalternes qui sont restés à terre,
on a également cette notion. Donc, on a vraiment une notion micro journalière à la minute, parce qu'il y a une notion plus macro de gestion de notre unité, parce qu'une unité de combat de pilote de chasse, c'est 200 personnes, c'est un peu une paire. Ensuite, vraiment le point intéressant qu'on s'est rendu compte quand on est dans ce genre de contact, c'est que ce qui fait toute la différence, c'est notre capacité à communiquer et à dédier de l'attention, de la bande passante à cette communication. Donc, dans l'avion, quand on ne comprend pas ce qui se passe, quand la charge de travail est élevée, ces choses-là, ce qu'on refait, c'est on se recentre sur nous et on fait une méthode en 3 points, les 3 thématiques en fait de mon bouquin, c'est aviate, navigate, communicate. Donc aviate, c'est vous pilotez votre avion, navigate, c'est vous naviguez dans la bonne direction, et communicate, c'est maintenant vous pouvez communiquer. En tant que pilote, ça veut dire que si votre avion est 3/4 d'eau en train de foncer vers le sol, ce n'est pas le moment de commencer à communiquer avec la tour de contrôle, elle ne peut rien pour vous. C'est le moment de vous concentrer, de mettre toute votre énergie sur ramener les ailes à plat et vous remettre comme ça dans une bonne condition. Une fois que vous êtes bien, vous pouvez lâcher le manche, on est dans des situations stables. Où est-ce qu'on va? Il y a peut-être une montagne à 300 mètres, peut-être tourner. Là maintenant, on se demande où est-ce que je vais. Et une fois que je sais où je vais, que mon avion est sous contrôle, maintenir l'avion en vol et dans la bonne direction est assez facile. Donc, je vais pouvoir mettre ma bande passante, mon énergie sur de la communication. Pour vous, ça veut dire quoi en tant qu'être humain, en tant que personne? Aviate, c'est votre bien-être psychique et physique. Si vous vous levez le matin avec un énorme mal de dos ou la Covid, vous n'allez pas pouvoir être très productif derrière. Il va peut-être falloir passer du temps à s'occuper de vous avant de pouvoir rajouter au soir. Navigate sont vos objectifs personnels et professionnels. Et une fois que c'est clair dans votre tête, c'est beaucoup plus facile d'interagir avec les autres. Et pour votre business unit, l'Aviate, c'est tout vos process, votre manière de travailler ensemble, votre langage professionnel. Vous n'avez jamais fait de télétravail, du jour au lendemain, il faut passer en télétravail. Dans l'Aviate, il y a par exemple l'utilisation de Teams, l'utilisation des outils de télétravail, ces choses-là. Si vous ne prenez pas le temps de prendre du recul et de former vos équipes à ça, et que vous essayez tout de suite de prévoir des calls avec des clients ou autres, c'est d'entre vous pour faire l'expérience, mais ça ne sera pas aussi propre que si vous aviez pris 12, 24, 36 heures de recul pour former tout le monde au standard du travail et après pouvoir rajouter les autres. Donc, nous, on fait ça, on y va vraiment par bloc, séquençage, et dès qu'on a une augmentation à charge de travail, dès qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe, on prend du recul et on dit on revient en base. Aviate, navigate, communicate, et vous l'aurez compris, dans le Aviate, il y a également de la formation. Dernier petit point avant qu'on interagisse, parce que c'est quand même un petit peu l'idée. Vous allez me dire, bah, des vols en Irak, ça c'est sympa, mais ça dure combien de temps? Et vous êtes un peu des super surhommes de partir comme ça et de faire 8 heures dans un avion tout seul, après de revenir, d'affronter. En gros, vous êtes parti des sortes aliens, vous n'êtes pas comme nous. En fait, pas du tout. Mais la grosse différence, c'est qu'on a conscience qu'on est humain et qu'il va falloir qu'on gère notre énergie sur notre journée de travail. Chez Air Canada, on se fait régulièrement auditer et pour un cockpit d'avion de ligne, on s'est rendu compte qu'on fait 200 erreurs par journée de travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 200 erreurs, c'est beaucoup. Du coup, pourquoi? Parce qu'on vient chercher la moindre petite bête, on vient considérer ça comme une erreur. Et ça a un énorme avantage, c'est qu'à chaque fois que tu t'installes dans un avion, dans un cockpit, tu sais que statistiquement, tu vas faire 200 erreurs dans ta journée. Donc maintenant, on travaille en équipe, le but du jeu, c'est de détecter ces erreurs rapidement et de mitiguer leur impact. En fait, on s'auto-ment presque, on se fait peur en se disant, mon Dieu, on est super mauvais. Comme ça nous pousse à la performance. C'est la même chose en tant que pilote de chasse. Et quand vous êtes assis dans votre avion, vous avez votre manette des gaz à gauche, votre manche à droite. Et la meilleure manière de gérer votre potentiel sur une journée de combat ou sur 5 mois sur le bateau, c'est de comprendre qu'il y a une corrélation entre la position de la manette des gaz, l'énergie fournie par le réacteur et votre consommation de pétrole. Si vous avez une Tesla, je suis sûr que ça va vous parler. Vous passez votre temps à jouer au pourcentage, ou une montre connectée ou un vieux téléphone portable, c'est pareil. Vous êtes dans l'optimisation de chaque pourcentage. Mais c'est la même chose avec votre corps. En fait, quand on est plein réduit avec un Rafale, minimum de puissance, on a 200 kg qui sortent des réacteurs de puissance. On consomme 7 litres par minute. Si je suis plein gaz, je consomme 300 litres par minute. Ça pousse 10 tonnes de puissance. C'est énorme. Maintenant, j'ai un cran supplémentaire. Ça pousse 15 tonnes, 50% de plus. Mais maintenant, ça boit 700 litres par minute. Ce n'est pas très éco-friendly, je suis d'accord. Là où je veux en venir, c'est quand je pars pour 8 heures, je décolle avec à peu près 7000 litres de pétrole. Je ne peux pas faire 8 heures de vol avec 7000 litres. Donc, je sais qu'à certains moments, on a prévu des ravitaillements.
je vais aller sur un avion ravitailleur qui va me délivrer 5 000, 6 000, 7 000 litres de pétrole. Et maintenant, dans ce créneau horaire de 90 minutes, je sais que je peux consommer 5 000 litres. Donc, je sais quelle position je peux avoir, ou je sais si j'ai été beaucoup en demande de puissance, qu'il va falloir un moment que je ralentisse pour refaire du potentiel, si on peut dire, pour refaire du pétrole, pour moins consommer et pouvoir tenir sur la durée. Et quand on se lève le matin, c'est exactement la même chose. Il faut s'auto-analyser et se dire combien est-ce que j'ai de pétrole en stock ce matin, quel pourcentage d'énergie est-ce que j'ai. Si vous avez 100% tous les jours, je vais vous dire vous mentez à vous-même, hein, pour être franc, et vous vous auto-analysez et vous vous dites tiens, aujourd'hui j'ai 80%, je vais avoir 20% pour jouer à mes gamins, il me faut 10% de réserve dans lesquelles je ne vais pas taper, je vais avoir 20% à mettre sur tel dossier, 10% pour telle réunion, et où là, en fait, j'ai besoin de 90, mais j'ai que 80. Ben, je vais peut-être me rajouter une petite sieste de 20 minutes à un moment, parce que je sais que ça va m'aider à recréer un peu de potentiel. Ou alors, je vais lever la main et dire à mon chef, avec de l'anticipation, là, ça ne va pas passer, tu m'en manques trop pour aujourd'hui. Et nous, c'est exactement cet état d'esprit qu'on a. On est constamment dans cette auto-analyse, pouvoir savoir à l'avance comment est-ce qu'on va pouvoir gérer notre journée, comment on va pouvoir être performant au moment où il faudra être performant. Et on a toujours une petite réserve, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est important. Réserve de guerre, comme on dit. Et cette réserve, c'est très important de la faire varier en fonction de la situation. Vous dites aujourd'hui, je risque d'en avoir besoin, pas besoin. Cette réserve n'est quasiment jamais la même d'un vol à un autre. Toujours de manière proactive, la gérer, l'anticiper, pour justement avoir un maximum de pourcentage sur lequel. Donc voilà, je crois que je suis arrivé au niveau du timing de ce qu'on avait dit, Jennifer. On va pouvoir attaquer la suite. J'espère que, juste un petit résumé, hein, parce que c'est important de résumer, ça range trop bien dans le cerveau. On a parlé de l'exponentialité. Vous avez tendance à avoir un cerveau qui réfléchit de manière linéaire. On a parlé un petit peu de comment manager à distance. Et bien, on se rend compte que la communication est primordiale. De base, assurez-vous d'avoir une bonne bande passante pour ça. Donc, avant, gérez votre Aviate et votre Navigate. Sinon, ça va être une catastrophe pour les personnes en dessous de vous. Et après, derrière, comment être bon justement là-dedans, en comprenant que vous avez qu'un certain nombre de points d'énergie, comme dans Taken, hein, les barres d'énergie, c'est la même chose. Tous les matins, vous analysez et après, proactivement, les gérer sur la position de votre manette des graisses pendant la journée. Et quand il y a besoin, c'est week-end au spa, c'est le jour off, c'est la RTT. Alors, week-end au spa, on n'avait pas sur le bateau. Mais bon, on essaie de faire autre chose. On essaie de dormir 2 heures de plus, pareil. Et voilà. Super, merci à Thé. Écoutons, on va commencer les partages, les échanges. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir sur une problématique concernant son management à distance ou peut partager une expérience? N'hésitez pas, c'est le moment. Faites pas être timide. Hein. Allez-y, hein, vous pouvez prendre la parole. Voilà, Alexandre, Voilà. je vois que... Voilà. Bonjour. Bon, c'était dans le partage d'expérience. Donc, moi, je vais partager une expérience concernant le management à distance. Donc, je suis responsable d'une équipe répartie en Europe avec un problème qui est le multilingue, où on n'est pas tous francophones. Donc, le plus grand commun dénominateur, c'est l'anglais. Mais ça met déjà aussi des barrières, pas mal. Le confinement a fait qu'on a beaucoup changé le mode de fonctionnement. Et ça, merci à Thé, je bouge beaucoup mes doigts de pied lors des longues réunions Teams. Parce que c'était dans les premières vidéos, c'était sur comment tenir dans le confinement, et donc dans les longs vols. Donc ça sert. Et là, ce qu'on a fait, c'est que pour rapprocher les gens, ce que je faisais, c'était une vidéoconférence par semaine. Et on est passé par un daily catch-up qui est devenu un daily debriefing. On ne voit pas trop pourquoi. Et quand j'ai expliqué récemment, en fait, déjà, ça a bien ressoudé l'équipe. Et là où je suis très content, c'est que maintenant, les gens le font même si je ne suis pas là. Donc ça a vraiment marché. Donc, quelque part, le confinement a apporté quelque chose à l'équipe et au télétravail. Alors, moi, je suis aussi un joueur de Plague. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de gestion de contamination du monde entier à partir de virus. Donc, quand j'ai vu que... et pour gagner, je commence en Chine.
Donc, quand j'ai vu que c'était arrivé en Italie, j'ai dit ça y est, on est en train de jouer à Plague. J'ai fait une petite simulation avec le jeu et j'ai prévu ma hiérarchie. On va avoir quelque chose de grave qui se produit. Et dans le jeu, on va jusqu'à fermeture des frontières. Donc déjà, je ne pourrais plus me déplacer en Belgique, aux Pays-Bas, aller voir les utilisateurs ou le management. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et environ 15 jours avant, j'ai pu mettre en place les outils nécessaires à l'assistance des utilisateurs qui seront à distance, mais aussi faire en sorte que mon équipe puisse travailler à distance, aider les gens qui sont dans les usines et aussi aider les gens qui sont dans les maisons en télétravail. Donc ça a permis d'anticiper et je sais que l'anticipation, c'est un point important. Je pense que je l'ai assez entendu dans pas mal de vidéos d'AT et toujours anticiper ce qui peut se passer. Essayer d'avoir un maximum de combinaisons, effectivement, c'est un point clé. Et alors moi, j'ai l'habitude de beaucoup dessiner en me disant, ben voilà, c'est quoi la zone d'opération et quels sont tout ce qui peut arriver. Et en général, on n'a pas ce qu'on a prévu, mais au moins, on a imaginé pas mal de scénarios possibles, ce qui fait qu'on s'en sort pas mal. Donc moi, là, voilà, le télétravail, en fait, ça a apporté un rapprochement considérable des membres de l'équipe. Et après, ça a permis aussi de jouer comme amplificateur. Alors, pourquoi un amplificateur? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été mis en télétravail parce qu'ils le souhaitaient d'une part, pour certains, et d'autres parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Et c'est un amplificateur dans le sens où ceux qui travaillaient déjà beaucoup, qui donnaient beaucoup d'énergie à l'entreprise, ont tellement peur qu'on pense qu'ils ne travaillent pas qu'ils ont quasiment doublé leur puissance de travail. Et à côté de ça, on va avoir trouvé ceux qui en avaient pas beaucoup envie de travailler. Et là, ça se voit très très fort qu'ils ne travaillent pas beaucoup parce qu'on a vraiment beaucoup moins de résultats encore. Donc voilà, ça a permis de vraiment mettre en exergue ces comportements-là. Et après, on n'a pas tous la chance d'avoir des lieux qui soient propices au télétravail, donc des points séparés. Donc, je vois, j'ai des collaborateurs qui font ça dans leur salon avec leurs femmes et leurs enfants. J'en ai d'autres où le couple était tous les deux en télétravail, qui travaillaient face à face. Alors, dans les réunions, j'entendais plus son épouse que lui. Enfin, voilà. Donc, bon, moi, je suis en général assez bavard, donc je vais laisser aussi la parole aux autres participants. Mais en tout cas, pendant toute cette période, depuis le mois de mars, AT a été un compagnon de vol utile avec plein de bons conseils et je vous recommande de regarder des vidéos. Donc pour moi, venir à cette... j'ai fait sauter quelques réunions pour venir ici. Ouais, super. Et surtout pour avoir l'occasion de vous écouter, de découvrir ça et de dire merci à AT de vivre. Bon, merci beaucoup. Et merci Alexandre. Bah, super retour d'expérience. Écoutez, est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cette intervention? Est-ce que certains rencontrent peut-être une problématique actuellement avec des collaborateurs en télétravail qui souhaiteraient nous partager ça? N'hésitez pas, pour prendre la parole, vous pouvez activer votre micro en bas à gauche. Allez, n'hésitez pas, on est là pour échanger. Bonjour, je vais prendre la parole. Avec plaisir. Donc Damien, je suis donc employé chez Asobo Studio. Et il y a un des sujets qui m'intéresse, c'est notre capacité à mêler les deux situations en fait. Être capable de travailler avec une équipe qui a du présentiel dans le studio, une partie de l'équipe qui a du présentiel dans le studio, et puis une autre partie qui est en télétravail. Parce qu'on sait, donc, on le voit dans les discussions, ça peut être des dynamiques un peu différentes parfois. Et donc, une des problématiques, c'est de savoir que dans le studio, il y a une vie au quotidien, des échanges qui n'existent pas au télétravail, qui ne sont pas les mêmes. Et comment faire en sorte qu'à un moment donné, en fait, dans les deux situations, on puisse travailler de concert. Là, c'est exactement ce que disait Alexandre tout à l'heure. C'est au niveau des daily catch-up, des daily débriefing. Moi, le gros conseil que je peux vous donner là-dessus, ce qui fonctionne bien, c'est le matin, il y a tout le monde qui fait un briefing, tout le monde ensemble. Et là, le point le plus important pour ce briefing journalier, c'est qu'il soit extrêmement court. Alors, je ne sais pas, Damien, combien de personnes ça représente
des unités ou des groupes. Mais le but du jeu, c'est de faire quelque chose d'extrêmement court qui va, comme on dit chez les Anglais, setter le ton pour le reste de la journée et qui va permettre à tout le monde de savoir qui va faire quoi de manière extrêmement concise. Et après, à la fin de la journée, tu fais un petit débrief, qui pareil, pour une équipe de 10, il ne faut pas que ça dure plus de 3 minutes 30. C'est vraiment très, très court. Et là, pareil, ça permet en fait à tout le monde de garder, comme on dit, la situation awareness, la compréhension de l'environnement. Et ça te permet de recoller tout le monde, de réaligner tout le monde 2 fois par jour et à tout le monde de savoir qu'est-ce que l'autre va faire aujourd'hui. En fonction de la taille de ton groupe, et comme le disait Alexandre tout à l'heure, avec le télétravail, les gens ont des contraintes personnelles. Et ça peut être également dans ce moment-là où tu dis, moi aujourd'hui je suis en télétravail, et en gros je suis joignable le matin, mais pas l'après-midi. Ça peut être des petites choses comme ça derrière également qui méritent d'être communiquées de manière à lisser les rouages, à faire en sorte que pour le déroulement de la journée derrière, ça soit comme on dit, que ça cuise bien. Moi, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est petit brief très rapide, extrêmement préparé, si on peut dire, qui va de bullet point en bullet point le matin, qui respecte le temps de tout le monde, c'est très important, et un petit débrief où tu vois les objectifs de chacun de la journée, où on en est, et ça prépare parce que le brief du lendemain, ça te permet à tout le monde d'être constamment réuni. Nous, dans l'armée, des fois, on fait 6-7 briefings par jour. On n'arrête pas. Et c'est le meilleur moyen, et également en tant que chef, responsable ou manager, c'est à ce moment-là que tu vas rallier tout le monde à nous, ce qu'on appelle le commander intent. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Et après, partir de cette vision stratégique aux tactiques de la journée. Et tu rabâches, tu le rabâches, tu le rabâches. Ce qui fait que tes personnes en télétravail ou autres, si elles doivent prendre des initiatives, elles le feront aligner au commander intent, à la vision stratégique. Sinon, tu peux vraiment avoir des surprises des fois au niveau des prises de décision des gens. Je sais pas si ça répond à ta question un peu, Damien. Oui, en tout cas, c'est des clés intéressantes en partie. Je rebondir là-dessus. C'est du coup, là, quand tu prends l'exemple des armées, est-ce que ces briefings, débriefings, j'imagine que vous les faites à différents niveaux de la hiérarchie? Oui, complètement. Il y a différents niveaux hiérarchiques qui doivent faire ces briefings, débriefings. Il y a généralement un moment, tu prends sur le porte-avions, combat, il y a un horaire, c'est dans l'après-midi, où tous les jours, tous les officiers disponibles viennent et partagent autour de leur. Chaque leader va expliquer comment s'est passée sa mission de guerre du matin ou de la veille. Ça permet à tout le monde de profiter des retours d'expérience à ce moment-là. Donc, on va essayer généralement de faire ça de manière dissociée, un peu business unit par business unit. Et en cas de guerre, c'est un cas particulier, on va faire tout le monde ensemble 1 fois par jour. En cas de paix, c'est au moins 1 fois par semaine. Très bien. Ok, top, merci. Merci Damien. Je vois que Romain a levé la main. Est-ce qu'il voudrait prendre la parole? Oui, je sais. Vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Donc, je voulais aussi rebondir sur tout ce qui a été dit. Donc, pour ma part, je suis chef de projet pour une entreprise du groupe Saint-Gobain. Et donc, ça fait 2 ans que je m'occupe d'un projet qui consiste à réunir effectivement une quarantaine de personnes réparties sur plus d'une dizaine de sites, essentiellement en France, hein, contrairement à la première personne que j'ai entendue tout à l'heure, par contre. Et en fait, depuis 2 ans, on utilise énormément les outils de visio. Et je travaille également avec des gens qui sont sur le même site que moi. Mais pour autant, pour réunir tout le monde, on utilise toujours la visio. En fait, le confinement, pour cette équipe qui a déjà pris l'habitude, comme le disait finalement Athé tout à l'heure, déjà pris l'habitude de travailler énormément avec les outils à distance, bien que ça fait très longtemps que j'entends beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas ou peu dire que c'est parfaitement impossible de concevoir à distance, que c'est impossible de dessiner, de partager des idées. Il existe, j'en suis sûr, tous les outils pour le faire. Et les outils s'adaptent aux besoins. Aujourd'hui, ça va très très vite, donc je suis convaincu qu'il existe ces outils. Et ma foi, le confinement pour cette équipe a pas changé énormément de choses, si ce n'est effectivement les difficultés plus matérielles que j'ai entendues, effectivement, qui ont été évoquées, à savoir, on n'a pas tous la chance d'avoir un bureau isolé, on n'a pas tous la chance d'être tout seul dans ce bureau. Et donc, effectivement, il faut trouver les organisations, soit à l'extérieur de chez soi. Il existe effectivement des endroits de coworking plus adaptés, pas toujours très loin de chez soi,
ou d'autres, mais c'est finalement la plus grande difficulté qu'il y a eu lors de ce confinement, c'était de retrouver un endroit serein pour travailler. Le reste, je dirais, une fois qu'effectivement toute l'équipe, elle est l'idée par des objectifs qui soient techniques, économiques, planning ou ressources, tout est clair, que ce soit au bureau ou à la maison. Donc effectivement, là où je voulais en venir, c'est plus par rapport aux difficultés, et c'est la question que je voulais vous poser. Moi, j'en ai décelé plusieurs. Donc, il a déjà été cité l'endroit, le lieu où le faire. L'autre difficulté que je rencontre, c'est souvent le manque de rigueur que peuvent avoir certains participants qui sont tentés, quand ils participent à une visio. Et j'aimerais poser la question, là, parmi tous les participants, il y en a combien qui checkent leur mail à côté? Il y en a combien qui checkent leur message sur le téléphone, qui font autre chose? C'est un petit peu, pour moi, un des fléaux de la visio, c'est-à-dire qu'on est vite tenté d'avoir une fenêtre et puis d'en ouvrir une autre, et même pourquoi pas de finalement suivre plusieurs réunions en même temps. Parce que sur certaines réunions, on va se considérer plutôt spectateur et puis on va juste prendre de l'info de temps en temps, donc je vais m'autoriser à faire autre chose. On le voit déjà un petit peu en réunion, hein, même parfois dans certaines boîtes où tout le monde a les PC, effectivement. Et donc, je voulais savoir un petit peu si aujourd'hui, d'expérience, certains avaient des outils spécifiques. Alors, je sais que la vidéo, le fait d'activer la caméra, par exemple, peut empêcher ce genre de choses un petit peu. Bon, moi, vous voyez que je ne la mets pas parce que j'ai pas beaucoup de bande passante. Donc, si je la mets, ben, j'ai d'autres soucis. Donc, voilà, je voulais savoir un petit peu d'expérience si certains avaient réussi à régler un petit peu ce souci. Bien évidemment, un des soucis est aussi de réduire le nombre de participants. Mais voilà, s'il existe d'autres choses, et puis voilà, que ce soit dans l'organisation ou dans le matériel, s'il y avait des échos à ce questionnement. Très bien, merci Romain. Alors justement, est-ce que quelques-uns d'entre vous seraient à même de nous donner quelques astuces pour améliorer la concentration de vos participants aux réunions? Je vois qu'Alexandre lève la main. Allez-y, je vous en prie. Ah, qui prend la parole? Quelqu'un? Voilà, J'ai entendu quelqu'un. Voilà, Alexandre. En fait, moi, je me suis rendu compte d'une chose, dans les réunions, que ce soit en présentiel ou en distanciel, les téléphones, les mails, choses comme ça, c'est la même chose. C'est qu'un amplificateur à distance. Mais je pense que le point qu'a évoqué Athé tout à l'heure, c'est que plus on est court, plus on tape fort. Si on commence à être long, hein, c'est comme les publicités, hein, elles sont très courtes, les publicités. Si on commence à être long, on n'écoute plus. Et on a perdu l'audience. Donc, le fait de bien préparer, de passer les messages clés et uniquement les messages clés, et c'est ce que moi j'ai vu ça en réunion, si on commence à s'asseoir à une salle et prendre des cafés, c'est foutu. Donc, c'est pour ça que les réunions, on les faisait dans le couloir debout, et on appelait ça donc les 5 minutes sécurité. C'est tous les matins, 5 minutes debout. À 9h tapante, on démarre. À 9h05, on est parti. Donc, si on veut vraiment passer le message et qu'on fasse rien d'autre, il faut être captivant et court. Je pense que ça doit être une des solutions. Alors, pardon, j'ai peut-être pas précisé quelque chose. Ouais. Il y a plusieurs types de réunions. Hein, il y a les réunions d'information, et je vous rejoins. Ça peut être très court et très bien fait. Et puis, il y a les réunions de travail. Et les réunions de travail, quand il s'agit de concevoir quelque chose avec des concepteurs qui sont répartis sur plusieurs sites, on ne va pas le faire en quelques minutes. On va le faire en 2 heures, 3 heures. Ce n'est pas du tout le même travail. Et quand on parle de travail à distance, je ne parle pas juste du travail à distance ponctuel. Moi, je parle bien d'une situation où c'est, alors pas 24/24, mais c'est tous les jours, toute la semaine, tout le temps, et pas seulement pendant le confinement. C'est pendant 2 ans, on travaille ensemble dans ces conditions-là, avec des gens qui ne peuvent pas se déplacer et qui doivent travailler ensemble de cette façon. Donc sur des durées comme s'ils étaient voilà, côte-côte sur leur PC à réfléchir à des solutions techniques, à des solutions pour vraiment travailler ensemble. Et ça peut se faire à 3, 4, 5, 6 des fois, rarement plus, mais donc effectivement à distance. Moi, ce que je te conseillerais, Romain, c'est un concept un peu dérivé de la notion de stérile cockpit.
dans l'aviation de ligne. Il n'existe pas dans l'armée, mais dans l'aviation de ligne, ça existe. C'est un concept qui dit que tant que tu es en dessous de 3000 mètres d'altitude, 10 000 pieds, il est interdit d'avoir des conversations non professionnelles ou de faire des tâches non professionnelles. Ça dure à peu près 15 minutes, 10 minutes pendant la montée, ça dure 25 minutes pendant la descente. On s'est rendu compte d'ailleurs que c'est un peu trop long pendant la descente. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne vas pas pouvoir même faire du changement du jour au jour, vu la durée de tes réunions, 2-3 heures. Ce que je te conseillerais, c'est de faire des blocs, peut-être 10 minutes toutes les demi-heures, où c'est un peu le moment stérile et les gens n'ont pas le droit de faire autre chose à côté. Je les autorise à faire autre chose à côté, parce que sur un bloc de 3 heures, même, et qu'ils vont avoir des mails, des machins. Et pendant 10 minutes, peut-être toutes les demi-heures, là, ils jouent le jeu. Et là, tu remontes un petit peu au niveau de l'intensité de la participation des gens. Et comme ça, tu viens jouer comme quand tu montes une côte à vélo, tu fais des relances. Et tu les relances en laissant la possibilité de faire autre chose entre deux. Et là, je pense que ça sera quelque chose qui sera plus facile à mettre en place. Super, merci. Je vois une réponse de Julie dans le chat qui parle d'outils collaboratifs. Effectivement, moi aussi, je pensais à un outil, par exemple, qui s'appelle Klaxoon, où vraiment chaque utilisateur peut mettre des post-it, etc., où c'est vraiment interactif, où la personne a quelque chose à faire et n'est pas juste spectateur. Effectivement, c'est peut-être une des solutions. Effectivement, ça dépend peut-être le travail et le type de réunion. Mais effectivement, Julie, je ne sais pas si tu veux intervenir. Oui. Bonjour Julie. Donc moi, je suis facilitatrice d'intelligence collective spécialisée un peu dans le management et ça m'intéressait d'assister à l'intervention d'AT. Donc, merci pour ce feedback. Oui, effectivement, pour faciliter les réunions à distance, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, surtout sur des réunions longues, hein, comme vous disiez, Romain, quand on a des réunions de travail qui durent 2-3 heures, c'est super difficile que les gens ne soient pas en train de faire autre chose, etc. Donc, en dehors du fait de donner des consignes très rigoureuses et comme DAT, hein, c'est-à-dire on essaye de couper au maximum les notifications de son téléphone, on évite d'aller voir ses mails, etc. On essaye de rester vraiment focus. C'est aussi le rôle de celui qui anime la réunion, de maintenir son public un petit peu en tension, c'est-à-dire que il faut que toutes les personnes qui participent à la réunion soient là pour les bonnes raisons, qu'elles aient de bonnes raisons de participer et qu'elles sentent qu'elles vont en retirer quelque chose. Et puis effectivement, les outils qu'on utilise aussi peuvent permettre d'avoir tout le monde qui va être centré sur un même visuel, qui va pouvoir partager ses idées facilement de manière interactive, de garder une trace de tout ce qui a été dit et fait. Et donc, ça évite aussi de se perdre dans des digressions parce qu'on le sait, déjà, des réunions en présentiel, quand c'est pas bien fait, c'est fatigant, mais alors à distance, c'est encore pire, quoi. Donc, je ne peux que vous inviter à bien préparer vos réunions, être le plus concis possible et quand vous avez une vraie réunion de travail à faire qui va durer plusieurs heures, à bien la construire et peut-être justement faire appel à un facilitateur. Voilà, je prêche un peu pour ma paroisse, mais pour que ça soit assez bien cadré. Mais voilà, je pense que c'est effectivement, il y a les outils et il y a la manière dont on conçoit sa réunion et puis les consignes qu'on donne. Voilà. Super, merci beaucoup Julie. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un aurait d'autres petites astuces ou d'autres questions sur ce sujet-là? Youssef a été avant que Nicolas commence à poser ses questions. Ça fait plaisir de te voir. Donc, Nicolas, je me présente, je suis directeur commercial dans le domaine du foie. Je reprends des idées finalement qui ont toutes été données. Je pense que le fait d'avoir une réunion relativement courte nous permet d'être plus efficace, de capter l'attention avec beaucoup plus de facilité parce que plus on déborde, plus on donne l'occasion aux uns et aux autres de s'ennuyer, de faire autre chose, de lire ses mails. Beaucoup de personnes sont débordées, donc le fait aussi d'avoir un ordre du jour strict et suivi va peut-être faciliter ça. Et une deuxième piste qui a été évoquée aussi, je pense que la vidéo permet beaucoup de choses. Donc elle permet de capter les différentes personnes de l'équipe, elle permet de vérifier aussi si les uns et les autres dorment ou bien participent. Et en tant qu'animateur, notre rôle sera aussi d'impliquer les personnes les unes après les autres
pour être certain que nous sommes face à des personnes encore vivantes et qui vont participer à la réunion. Super, merci beaucoup. Je vois aussi Cyrielle qui propose des astuces dans le chat. Est-ce qu'elle voudrait bien intervenir? Bonjour à tout le monde, je suis Bonjour arrivée un peu Cyrielle, tardivement, pardon. il n'y a pas de problème. Je rejoins la vie collective sur la base d'une bonne préparation de réunion, évidemment. Je pense que c'est la clé. Néanmoins, alors nous, on avait l'expérience en entreprise. On est une petite structure, hein, et c'est pour ça que je précise, ça dépend bien du nombre de collaborateurs qu'on a en réunion. On n'a pas la possibilité d'appliquer tous les mêmes techniques en fonction de ça, mais on a des boîtes à meux, nous, en l'occurrence à l'entreprise, qui permettent à tout à chacun de huer ses collaborateurs quand on leur fait perdre du temps ou quand on dérive. Mais c'est un petit truc qui est vachement sympa en présentiel et qui est beaucoup plus dur à tenir et à faire respecter en distanciel. Et c'est pour ça que j'évoquais juste le fait de peut-être impliquer, alors quand on n'a pas beaucoup de participants, c'est plus facile, encore une fois. Quand on est 3 ou 4, nous, sur une réunion R&D, par exemple, on arrive à faire des comptes rendus. On met en place, nous, des sprints. Donc, c'est des comptes rendus un peu qui permettent d'acter les choses. Et quand chacun est en charge de quelque chose et qu'il le sait au départ, forcément, l'attention n'est plus la même derrière. Et il va s'intéresser au sujet des autres, même si à un moment donné, dans la réunion, il y a quelque chose qui le concerne moins. Nous, en l'occurrence, en R&D, on a une partie électronique, une partie mécanique et une partie design. Bon, effectivement, c'est difficile de maintenir l'attention de chacun sur des sujets qui ne sont pas les leurs. Donc voilà, c'est la petite astuce qu'on a trouvée pour ces sprints qui sont encore une fois bien préparés, très courts, mais ça peut aussi aider. Super, merci beaucoup Cyrielle. Il nous reste une bonne dizaine de minutes. Quelqu'un voudrait-il partager autre chose ou poser une question, une problématique qu'il rencontre aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, là, jusqu'à maintenant, on parlait de briefing pour bien aligner les équipes, de préparer les réunions pour améliorer la concentration des équipes. Moi, j'ai plutôt des questions peut-être sur le côté motivation des équipes à distance. Est-ce que là aussi, il y a des petites astuces que vous seriez capable de me partager, ou est-ce qu'il y aurait un retour d'expérience ou une problématique que quelqu'un rencontre là-dessus? Alors, avant d'être manager d'une grande équipe, j'étais aussi technicien. Et on se plaignait tous que notre management ne nous remerciait pas ou tapait pas sur l'épaule en disant « bien fait, on est content ». Et ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Et aujourd'hui, j'ai une équipe à qui je peux demander quasiment n'importe quoi. Simplement, quand ils ont fait un truc, je leur dis « ouais, je suis content, c'est super, c'est exactement ce qu'on voulait faire ». Et le partager, et en même temps en le mettant un peu à l'honneur, parce que quand je fais ça, je le fais un peu devant tout le monde aussi. Donc ils savent qu'il y aura de la reconnaissance, qui n'est pas forcément sonnante et trébuchante, mais ça compte beaucoup pour eux. Et aussi, simplement, les écouter en disant tiens, là, je dois aller visiter une maison, je veux me mettre en télétravail, et je dis non, tu ne te mets pas en télétravail, tu vas visiter ta maison. Donc intégrer leur priorité du quotidien et l'intégrer dans leur travail. Voilà, donc le fait de faire ça, ça a quand même aussi augmenté leur énergie. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et je dis ça souvent à mon patron parce qu'en janvier 2019, on a eu une cyberattaque majeure où tout a été ratiboisé. On a mis 6 mois à s'en remettre. 6 mois après, on a été racheté avec une nouvelle direction générale. Il a fallu tout recommencer. Là, on a plein de projets en même temps et je dis souvent, mes gars là, ils sont à 100-110% et l'afterburner, on ne peut pas le tenir trop longtemps avant le burn-out. Donc, si on veut maintenir son équipe au maximum, il faut aussi de temps en temps relâcher un petit peu la manette des gaz et leur dire merci, simplement, déjà. Voilà, c'est tout. Super, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une petite astuce à partager? Ou justement qui rencontre des difficultés justement à motiver ses équipes, et dans quel cas?
Je me permets, excusez-moi. Oui. Nous, on l'a beaucoup expérimenté de par ce qui s'est passé. Les managers qui n'étaient pas forcément aguerris aux techniques de management à distance, ils multipliaient les échanges avec tous les collaborateurs. Alors ça a des effets néfastes, parce qu'on a l'impression qu'ils ne donnent pas sa confiance. Néanmoins, si c'est bien utilisé, ça peut être aussi quelque chose de stimulant en disant bah, j'ai eu un tel ce matin, tati tata, et le fait de dire qu'on a eu du lien avec les autres, etc., pousse naturellement chacun à se dire bon, faut peut-être que je fasse un reporting ou faut peut-être que j'appelle un tel faut que je reste dans la course, en gros. Donc continuer à entretenir sans forcément mettre de pression, simplement par effectivement ces échanges informels, je vais dire un petit. Alors effectivement, il y a le bonjour du matin, mais il y a aussi bah, tiens, j'ai eu telle info de telle personne tout à l'heure, on s'en reparle, etc. Continuer à maintenir de la stimulation dans les équipes, en fait, sur un sujet ou voilà. Ça, c'est quelque chose qui fonctionnait pas mal chez nous. Super. Merci, Cyrielle. Moi, j'ai une petite... Oui. Vas-y. Sinon, juste en Tatane, moi, j'ai une petite question aussi, un petit point sur lequel je voudrais rebondir. Et là, je serais content d'avoir un peu vos retours. C'est à quel point est-ce que vos collaborateurs et à quel point est-ce que vos entreprises ont pris en compte plus que jamais, on n'est pas sur du temps à fournir au travail, mais maintenant avec le management à distance et le télétravail, on est, en tout cas, moi personnellement, la manière dont je le perçois, c'est qu'on n'a jamais autant été autant task et result driven et oriented. C'est-à-dire que si tu arrives à faire le boulot en 20 minutes, tu peux très bien avoir 40 minutes pour faire autre chose à côté et en fait, tu n'es plus vraiment payé par ta présence physique. Alors, je ne sais pas comment vos entreprises, si elles ont fait un switch par rapport à ça, mais nous, je vois dans l'armée, on n'est pas rémunéré à l'heure, on est rémunéré à l'action, au résultat. Et si vous arrivez à faire un super boulot en 20 minutes, vous n'avez pas besoin de faire de la présence après pendant 40 minutes. Et le fait d'avoir cette transformation un peu de culture, on va dire presque un peu de fonctionnaire à plus capitaliste, ça vous permet aussi de tendre une main vers vos équipes pour qu'elles soient proactives dans l'évolution des process. Parce qu'in fine, c'est du win-win pour tout le monde. Je ne sais pas à quelle mesure ça a été pris en compte dans vos entreprises et intellectualisé par vos équipes. Moi, je vais vous répondre là-dessus. C'est que déjà, on a une problématique double. La première, c'est la notion de contrat de travail, parce qu'il y a des gens qui sont appointés et des gens qui ne le sont pas. Donc, ceux qui ne le sont pas, qui doivent badger le matin et qui doivent être à 35 heures avec des marges, enfin, je ne vais pas faire le détail du système d'horaire variable. Donc là, on est dans un système d'horaire variable et de temps à prester et non pas de tâches à réaliser. Donc, et ça, c'est contractuel. Donc, c'est très difficile à changer. Donc, ça, c'est cette partie-là. Donc, c'est plus facile à faire pour l'encadrement qu'à faire pour les techniciens, les agents de maîtrise ou les ouvriers. Donc, je suis dans la métallurgie, dans le raffinage du zinc métal. Donc, forcément, on a toute la gamme de métiers. Et après, on a aussi des gens sur le terrain qui sont là pour faire un temps parce que le temps au boulot, ce n'est pas leur vie. Ce n'est pas leur passion. Ils font ça de façon, j'allais dire, alimentaire. Donc, ils font leur temps et après, ils disent chef, c'est l'heure, moi, je ne suis plus là. Donc, ce n'est pas que l'aspect contractuel, mais il y a aussi l'aspect comportemental et peut-être même de l'éducation. Parce qu'on s'investit et je pense que l'éducation, c'est aussi la clé et il faut qu'ils puissent eux-mêmes à un moment basculer dans le mode en disant mais en fait mon chef il en a rien à foutre que je fasse 8 heures par jour. Moi ce qu'il veut de moi c'est que le job soit fait et ça j'essaye de leur expliquer. Quand j'ai un collaborateur qui le matin est malade, qui ne se sent pas bien, je lui dis écoute je m'en fous, tu rentres chez toi. Tu m'envoies un SMS pour m'assurer que tu es bien chez toi parce que je ne veux pas une histoire si tu as un accident de voiture. À ce moment-là, je te mettrai en congé comme ça tu es couvert. Mais il faut être réaliste. Et ensuite, je lui dis on corrigera sur le temps parce que je sais très bien que le soir où j'ai besoin d'un coup de main, il est là. Et il sera là au moment où on en a vraiment besoin. Donc je pense qu'il voilà, c'est ces différents aspects à prendre en compte. C'est qu'il y en a qui en sont capables, il y en a qui ne le sont pas. Excuse-moi, je me permets d'intervenir. Oui, bien sûr. Pardon, Alexandre. Moi, j'ai l'impression, parce que là, tu le mets à l'échelle de l'individu, il n'y a pas qu'une histoire d'individu, c'est aussi beaucoup une histoire de
de management et de culture d'entreprise. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est tout simplement, enfin le présentéisme, c'est la norme en fait. C'est je viens, je fais mes heures, comme on ne contrôle pas trop ce que je fais en termes de tâches, je ne suis pas non plus full, etc. à ce niveau-là. Je vois pas pourquoi je me forcerais. Et en fait, il y a vraiment des boîtes là avec lesquelles moi je travaille où c'est flagrant parce que la notion de confiance n'étant pas là, les gens ont extrêmement peur de faire du télétravail, les managers ont extrêmement peur que leurs équipes soient en télétravail. Donc dès qu'ils ont pu ramener tout le monde au travail, au bureau, ils se sont dit ah oui, on le fait parce que comme ça on peut surveiller, on peut s'assurer que les gens font leurs heures, mais en réalité ça c'est du bullshit, il n'y a, a pas de réalité à ça. Et donc si ta culture d'entreprise et la culture de ton manager et de ton management au sens global ne va pas dans le sens de je produis, donc je suis, mais je suis là et donc je suis, mais forcément ça peut pas marcher. Donc c'est vraiment une histoire de culture d'entreprise et de culture managériale, je pense aussi. Ouais, là, le confinement a aidé à leur faire prendre conscience qu'il y a un changement qui doit s'opérer. Parce qu'au début, c'était comme ça. Ils ont eu beaucoup de mal à concevoir qu'on puisse être en télétravail. On a déployé Teams en 15 jours et ils se sont rendus compte qu'on pouvait quand même un petit peu. Donc, effectivement, là, je vous rejoins. Le management doit aussi prendre conscience de ça. Mais merci pour ces échanges. Je vous coupe, je suis un peu désolée. Il reste plus beaucoup de temps, il reste 5 petites minutes. Est-ce que Athé, tu voudrais peut-être conclure sur tous ces échanges et peut-être sur des dernières petites clés à nous donner pour manager à distance efficacement? Je rallume le micro. Ouais, avec plaisir. C'est vachement intéressant. On voit effectivement que ça, c'est toujours pareil. On a tendance à se dire on est passé en télétravail, on a une vision très micro et très au quotidien, alors que je pense cette culture du débriefing, j'ai une méthode qui s'appelle AABCD, c'est anticipation, analyse, briefing, conduite, débriefing. C'est une sorte de cercle qui s'applique à tout, hein, dans la vie quotidienne, comme dans un projet, comme dans une carrière. Et le point qui est important et qui est souvent omis, c'est quand on arrive, donc je répète, c'est anticipation, analyse, briefing, conduite, débriefing. Quand on débrief, pour ceux qui débriefent, ils vont débriefer la conduite. Mais en fait, tu veux débriefer depuis l'anticipation, depuis le début. Et si tu fais ça dans le cadre actuel, et moi je travaille avec des boîtes nord-américaines, tout ça, ils savent déjà qu'ils sont en télétravail jusqu'au printemps prochain, c'est déjà signé, eh bien là tu te rends compte, attends, on est en télétravail, on va recruter à gauche, à droite, est-ce qu'on ne devrait pas dès maintenant en fait changer le type de contrat ou changer les valeurs sur lesquelles on recrute, justement initier cette culture d'entreprise, parce qu'in fine, après c'est ce qu'on te réinjecte dedans. Et il y a souvent un peu cet attentéisme, et je pense que c'est pour ça que j'avais cette question, ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire qu'on est déjà dans un monde exponentiel, on est déjà un petit peu en retard par rapport à ce qu'on pourrait être. Et ça, c'est peut-être le point sur lequel je veux finir, c'est au niveau de l'état d'esprit. Je vous ai fait un petit dessin. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Ça, on va dire que c'est la performance. Moi, je viens d'une industrie de l'aviation en ce moment, où on a défini, pour des raisons économiques, un niveau de standard. On a dit, nous, pour être pilote des lignes, il faut être à ce niveau de standard. Quand tu rentres chez Air Canada, Air France, on te forme, hop, maintenant tu es au niveau de standard, c'est bon, tu es opérationnel, et on sait qu'à cause de l'évolution des technologies, des process et de la nature humaine, tu vas redescendre. Tu vas redescendre un petit peu, donc tous les 6 mois, on te renvoie au simulateur, on te reteste, on te remet à niveau et tu passes ta carrière à faire une sinusoïdale. Tout se passe bien. Et ce standard, comment est-ce qu'il est défini? Il est défini en gros pour un accident, ça peut paraître triste, mais en gros, notre industrie à l'heure actuelle, c'est une chance sur 1 million de mourir quand vous prenez l'avion, mais personnellement. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez un avion de 300 places, vous avez une chance sur 300 millions. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ça, c'est pour des accidents d'avion, mais vous avez 7 à 9 fois plus de chances de faire une embolie pulmonaire. Et est-ce que vous savez... Oui, donc c'est une industrie qui est très sûre. Est-ce que vous ne savez peut-être pas qu'en 2018, on n'a eu aucun mort en accident d'avion, et juste en France, on fait 60 000 morts par erreur médicale par an. C'est quand même une industrie très sûre. Mais donc ce standard, il a été défini. Pourquoi? Pour des raisons quand même économiques. Je pense que tout le monde a entendu parler avec l'histoire de Boeing et du 737 MAX. On pourrait avoir le standard plus haut, mais ça voudrait dire que les pilotes doivent passer plus souvent au simulateur, vos billets d'avion seraient plus chers. Là où je veux en venir, c'est que je pense que vous avez entendu parler du film Sully, où il y a
un commandant de bord qui s'est posé dans l'Hudson, le petit qui est excellent. Et ce jour-là, le niveau pour survivre n'était pas au standard de l'industrie, était ici. Et s'ils ont tous survécu, c'est parce que l'état d'esprit du commandant de bord, de Sully, ancien militaire, était resté sur un état d'esprit très militaire, qui est qu'en tant que militaire, tu ne peux pas t'arrêter au standard quand tu es combattant. Pourquoi? Parce que le jour où je me bats contre un Russe ou un Chinois, je ne connais pas le standard. Je ne sais pas à quel niveau va être mon adversaire. Je n'en ai absolument aucune idée. Donc, c'est mon devoir, en tant que militaire, chaque jour, de créer un petit peu de valeur professionnelle et chaque jour, hop, de créer, de jamais m'arrêter, jamais rester assis dans mon sofa. Hein, désolé, je suis assis dans le sofa aujourd'hui, mais de jamais me dire, là, je suis dans une position confortable, de créer de la valeur journalière. Et c'est ce qui fait que le jour où c'est arrivé à Sully, il était bien au-dessus de son industrie, au-dessus de ce niveau-là, ils ont survécu. Étant pilote de Max, vous parlez donc des crashs de Max, il y a le premier crash qui a eu lieu en Asie, la veille, le même avion, avec la même panne, les mécanos n'ont pas réparé la panne, c'est une erreur, eh bien, ils ont ramené l'avion. Donc, l'avion était ramenable. La veille, il a été ramené. Ils étaient 3 donc, sur la veille. La veille, à 3, ils ont réussi à être au niveau au-dessus de la panne qu'ils ont eu, la panne de MKS. Le lendemain, un équipage de 2, au niveau de l'industrie, mais là, la panne de MKS fait ce niveau-là, ça fait 250. Et derrière, ça fait tout ce qu'on sait. Donc là où je veux en venir, c'est la même chose avec le télétravail, c'est la même chose avec tout. On est à un stade là on va dire, le management à distance et le télétravail, où on se dit, c'est confortable, on sait utiliser Teams, on ne vient plus chercher à améliorer nos process. Or, on a de la concurrence qui, elle, améliore son process au quotidien. On ne va pas voir l'impact de suite, mais dans 1 an ou 18 mois, on va se rendre compte qu'ils ont une productivité qui est beaucoup plus élevée que la nôtre, justement parce qu'ils ont pris le temps d'améliorer leur briefing, d'améliorer leurs interactions, de faire évoluer leur process. Donc, l'idée avec laquelle je vais vous laisser, c'est vraiment cette notion d'amélioration continue, parce que vous ne savez jamais ce qu'il vous faut pour survivre, que ce soit professionnellement ou physiquement. Super, merci pour cette conclusion, Athé. Merci beaucoup pour ta participation. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Les échanges étaient super intéressants. Je suis ravie. Par contre, c'est déjà terminé. Je suis désolée. C'était un petit peu court aujourd'hui. Mais vous allez recevoir le compte-rendu écrit par Marie dans quelques jours et le replay vidéo. Je vais vous laisser un petit sondage pour que vous me disiez ce que vous avez pensé de ce canapé RH. N'hésitez pas à me dire vos retours ou à laisser un commentaire dans le chat également. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Je ne sais pas encore exactement quel canapé RH je vais vous proposer la prochaine fois. Je pense parler de GPEC. J'ai un petit profil en tête. Je vous en dirai un petit peu plus dès que ça sera certain. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère vous voir dans 15 jours. En attendant, bon courage à tous et portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.